Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Romance The Downich Lat. La chapelle de Sainte-Marc n'était pas grande, mais ce matin-là, elle semblait étroite comme une boîte fermée sur trop de regards, trop de chuchotements, trop de soie claire froissée dans les bancs. La lumière de novembre tombait en longues plaques froides sur les dalles. Elle faisait luire l'argent de la croix, les boutons des redingotes, le velours noir des manteaux. Le parfum des lits, choisi par sa tante, paraissait à Adrian Ashford, presque suffocant. Il se tenait devant l'autel, avec cette immobilité correcte que toute sa vie lui avait apprise. Le comte de Wexham ne tremblait pas. Le comte de Wexham ne donnait pas en spectacle ce qu'il pensait. Ceux qui l'observaient voyaient un homme de naissance accomplissant avec gravité un mariage excellent, convenable, raisonnable. Unir Ashford Hall au nom ancien des Villeneuve, malgré les revers récents de cette famille, paraissait à tous une décision digne et sage. Seul Adrian savait qu'il n'y avait rien de simple dans la manière dont son cœur battait. Ce n'était pas l'idée du mariage qui l'ébranlait. Il avait accepté depuis des mois qu'il épouserait une femme qu'il connaissait à peine. On lui avait parlé de mademoiselle de Villeneuve comme on parle d'un domaine voisin ou d'un tableau de maître, avec appréciation, avec réserve, avec des chiffres qu'on dissimule derrière des politesses. Il l'avait vue une fois de loin, dans le salon d'un avocat, le visage presque caché par le bord de son bonnet, et par une tante bavarde placée devant elle comme un rempart. Il avait retenu une silhouette, une nuque blanche, un maintien trop calme pour être timide. Rien de plus. Pourtant, lorsque l'organiste se tut et que chacun se redressa dans un froissement de tissu, une sensation ancienne, absurde, lui serra la poitrine. La mariée venait d'entrer. Elle avançait au bras de son père, avec une grâce si mesurée qu'on n'entendait presque pas son pas. Sa robe n'avait pas les fanfreluches éclatantes qu'aimaient certaines jeunes femmes. L'étoffe, ivoire pâle, tombait avec noblesse. Mais c'était le voile qui retenait tous les regards. Un tulle plus épais qu'il n'était d'usage, descendu très bas, adoucissait tout son visage jusqu'à le rendre presque invisible. Dans les premiers rangs, quelqu'un murmura qu'il s'agissait sans doute d'une coquetterie française. Plus loin, une dame souffla qu'avec un pareil voile, on pouvait marier une statue. Adrien n'entendit pas la suite. Au moment précis où la jeune femme leva la tête vers l'autel, quelque chose dans ce geste, une façon de redresser le menton comme si elle refusait de plier sous le regard d'autrui, lui traversa la mémoire comme une lame de lumière sur l'eau grise. Une falaise, du vent, un ruban emporté, un rire retenu. Ses doigts se refermèrent sur son gant. Non, c'était impossible. Le comte de Villeneuve conduisit sa fille jusqu'à lui. Il avait le visage plus creusé encore que lors de leur dernière entrevue, mais il gardait cette élégance un peu fatiguée des hommes que la pauvreté n'a pas réussi à vulgariser. Quand il remit la main gantée de sa fille dans celle d'Adrien, celle-ci était froide, légère, ferme. Pas une main de jeune fille docile, une main qui consentait, peut-être, mais ne se rendait pas. Le prêtre ouvrit son livre. Adrien aurait voulu que la cérémonie se termine avant d'avoir commencé. Il se répétait qu'il était fou, qu'une ressemblance n'était rien, qu'il avait laissé derrière lui, au printemps, une jeune femme sans nom véritable, rencontrée au bord de la mer alors qu'il voyageait sous celui de M. Harden. 3 jours de promenade, de conversation, de musique le soir, dans une pension de Lyme. 3 jours qu'il avait tenté depuis de réduire au rang d'égarement. 3 jours qu'il n'avait jamais oubliés. Le prêtre prononça les premières paroles. Adrien répondit. Sa voix ne trahit rien. Puis vint le moment où, selon l'usage voulu par la famille de la mariée, il devait relever lui-même le tulle avant l'échange des consentements. Il leva la main. Le temps, soudain, se mit à boiter. Ses doigts touchèrent dans l'étoffe. Le tulle glissa, et le monde s'arrêta. Ce n'était pas une ressemblance, c'était elle. Les yeux gris à peine assombris par la lumière de l'église. La bouche qu'il avait vue sourire au bord d'un sentier humide. Ce visage qu'il avait cherché malgré lui dans chaque foule, depuis qu'il l'avait quitté à l'aube, avec une lettre pressante dans la poche et sa lâcheté dans le silence. Éléonore. Non pas Mademoiselle Claire,
comme elle s'était appelée là-bas d'un ton léger. Non pas la compagne sans fortune d'une tante souffrante. Lady Éléonore de Villeneuve, qu'il épousait en cet instant même devant Dieu, sa parenté, et toute une société prête à peser la moindre hésitation. Il la regarda comme un homme frappe une porte et voit soudain s'ouvrir la maison, qu'il croyait vide depuis des mois. Elle ne pâlit pas, elle ne baissa pas les yeux. Elle le regarda tout droit, avec une tranquillité si parfaite qu'elle en devenait terrible. Alors il comprit autre chose, plus effrayante encore que la reconnaissance. Elle savait. Elle avait su avant lui. Peut-être avant d'entrer dans la chapelle. Peut-être depuis des semaines. Et elle avait marché jusqu'à l'autel sous son voile, avait laissé son père lui remettre sa main, avait attendu cet instant précis pour qu'il la découvre trop tard. Le prêtre tout sauta discrètement. Dans les bancs, un frémissement courut, imperceptible, mais réel. Lady Honoria Ashford, sa tante, plissa les yeux. Le silence était devenu un peu trop long. Adrian sentit le sang battre dans ses tempes. « Milord », dit doucement le prêtre. Éléonore n'avait pas bougé. Seul un très léger éclat, dur comme le verre, passa dans ses yeux. Il comprit avec une netteté presque cruelle que s'il reculait d'un pas, s'il laissait paraître le moindre trouble, ce ne serait pas lui que l'on blâmerait d'abord. Ce serait elle, la mariée voilée, la fille d'une maison appauvrie, celle qu'on soupçonnerait aussitôt d'avoir tendu un piège, joué une scène, dissimulé quelque honte. Alors, pour la première fois depuis des mois, il cessa de penser à lui. Il prit la main d'Éléonore plus fermement. « Oui, » dit-il. Le mot tomba dans la chapelle comme une pierre dans l'eau noire. Quand vint son tour à elle, sa voix s'éleva basse et nette. « Oui. » Le reste se déroula avec la régularité implacable d'un mécanisme lancé. Les paroles sacrées, l'anneau, la bénédiction. Adrien n'en retint presque rien, sinon le poids du mince cercle d'or glissant au doigt d'Éléonore et la sensation insensée qu'en refermant cette alliance, il scellait aussi sur sa propre vie le retour de tout ce qu'il avait tenté d'en exclure. À la sortie de la chapelle, les cloches sonnèrent. Les portes s'ouvrirent sur l'air froid. Des félicitations s'avancèrent, des révérences, des sourires. Lady Augusta Fan inclinait déjà la tête avec cette curiosité bien peignée qui précédait chez elle les cruautés. Le comte de Villeneuve essuyait brièvement ses yeux comme s'il chassait une poussière. Lady Honoria s'approcha, impeccable, le regard acéré. Mais avant qu'aucun d'eux puisse parler, Éléonore posa doucement ses doigts sur la manche d'Adrien. Ce geste, vu de tous, semblait celui d'une jeune épouse demandant naturellement l'appui de son mari. Lui seul sentit la pression exacte de ses doigts. « Ne me faites pas l'affront de paraître surpris, milord, » murmura-t-elle sans tourner la tête, le sourire convenable aux lèvres. « Vous m'avez déjà quitté une fois sans un mot. Vous me devez au moins le courage d'avancer jusqu'au carrosse. » Le changement fut là, irrévocable et silencieux. Ce mariage n'était plus une alliance froide entre deux familles, mais un huis clos vivant entre un homme découvert dans son mensonge et une femme qui tenait désormais entre ses mains, avec son nom, le droit de le juger. Le carrosse roulait avec cette lourde régularité qui donne au silence une vie propre. À chaque cahot, les vitres tremblaient légèrement dans leurs rainures. Dehors, le jour de novembre avait déjà cette pâleur qui fait paraître les champs plus vastes et les arbres plus nus. Dedans, tout sentait encore les fleurs froides, le drap neuf, le cuir ciré, et un peu la cire d'église restée sur les gants. Adrien était assis en face de sa femme, sa femme. Le mot, dans son esprit, n'avait rien d'apaisant. Il avait la netteté d'une sentence. Éléonore gardait le visage tourné vers la fenêtre. Sans le voile, relevé à présent, et plié avec un soin presque ironique sur ses genoux. Elle paraissait plus jeune et plus inaccessible tout ensemble. La lumière glissait sur la ligne de sa joue, sur la courbe ferme de sa bouche. Elle n'avait pas pleuré. Elle ne semblait pas devoir pleurer. Cette absence même troublait Adrien davantage qu'une scène. Il s'entendit dire, avec une gravité qu'il méprisa lui-même:
vous auriez pu me prévenir. » Elle tourna lentement la tête. Ses yeux gris vinrent se poser sur lui, avec une douceur si lisse qu'il y reconnut aussitôt le danger. « Vous prévenir, avant l'hôtel, afin que vous puissiez vous dérober plus commodément cette fois-ci. » Il encaissa le coup sans détourner le regard. Il l'avait mérité, et d'autres encore. Le silence revint une seconde, bercé par le roulement des roues. Puis il dit plus bas: « J'ignorais que mademoiselle de Villeneuve et vous ne faisiez qu'une seule personne. Voilà bien ce qui m'a frappé, milord. Vous ignoriez beaucoup de choses sur la femme que vous alliez épouser. » Elle reprit le voile sur ses genoux et en lissa le bord d'un doigt calme. Ce geste, si simple, lui rappela soudain la falaise au-dessus de la mer. Un matin de vent où elle avait retenu son chapeau d'une main et ri de l'autre comme si le monde n'eût contenu ni titre ni obligation. « Quand l'avez-vous su ?» demanda-t-il. Que M. Harden était en réalité le comte de Wexham. Elle prononça son faux nom sans élever la voix. Pourtant, il eut l'impression que ce mot seul emplissait tout l'habitacle. « Oui. 3 jours après votre départ, ma tante avait reçu la visite d'une ancienne connaissance de Lady Honoria. Elle parla de votre retour précipité à Londres, de votre titre, de votre devoir prochain. Le nom m'a suffi. Je me souviens avoir trouvé la coïncidence d'abord amusante, puis l'on m'a dit le reste. » Le reste. Elle le regarda enfin sans détour. « Que c'était à vous que mon père négociait ma main depuis plusieurs semaines. » Adrien ferma un instant les yeux. Il revit les lettres de son notaire, les recommandations sèches de sa tante, les formulations prudentes de l'avocat des Villeneuve. Mademoiselle de Villeneuve se montre réservée. Sa fortune est moins brillante qu'annoncée, mais son nom demeure excellent. Il avait répondu, discuté, consenti, sans savoir. Et cette ignorance même, à présent, prenait la forme d'une faute plus vaste que s'il avait tout calculé. « Je ne l'ai appris qu'après Lyme, dit-il. Lorsque je vous ai quitté, je ne savais rien. Vous m'avez pourtant quitté. » Sa voix n'était ni haute ni tremblante, et c'était cela qui la rendait difficile à soutenir. « J'ai reçu une lettre de ma tante, mon frère. » Il s'interrompit. « Non, pas cela, pas encore, pas comme un bouclier jeté trop vite entre eux. On me rappelait à Londres pour cette affaire. Je suis parti dans la hâte. Dans la hâte, sans votre nom, sans votre adresse, sans un mot qui pût me permettre de croire que je n'avais pas rêvé votre personne tout entière. » Il pencha légèrement la tête. Il n'avait rien à répondre qui ne sonnât pas pauvre. Elle poursuivit, plus doucement encore. « Puis j'ai appris que le gentleman sans nom qui m'avait parlé de liberté au bord de la mer était le même homme qui consentait, dans un cabinet d'avoué, à épouser une demoiselle convenable, utile, presque abstraite. J'ai trouvé cela instructif. Le mot le blessa plus qu'une colère ouverte. Le carrosse ralentit un instant pour tourner à un croisement, puis reprit sa course. Adrian posa ses gants près de lui, très soigneusement, comme s'il devait ordonner ses mains pour ne pas laisser parler autre chose. « Si vous m'aviez écrit… » Elle eut un petit rire sans joie. « À qui ? À M. Harden, au comte de Wexham, au fiancé de convenance qui me choisissait sans me reconnaître. » Il eût fallu déjà savoir lequel des trois avait existé. Le coup était juste. Il se tut. Éléonore regarda de nouveau la vitre, mais son reflet lui renvoyait son propre visage à lui, pâle et dur dans la clarté d'hiver. Au bout d'un moment, elle dit « Vous voulez savoir pourquoi je ne me suis pas dérobé. Tout homme dans votre situation se pose cette question avec une modestie touchante. »« Oui, » répondit-il simplement. Cette fois, elle ne se hâta pas. Le bruit des sabots, le grincement du train, le souffle du vent aux jointures emplirent de l'attente. Quand elle parla enfin, ce fut avec une franchise si nue qu'il sentit sa poitrine se serrer. « Parce que si j'avais refusé, mon père a été perdu dans l'opinion, et je devenais la fille imprudente qui a fait manquer une alliance au dernier moment. Parce que votre nom me protégeait de la pitié, autant qu'il me blessait. Parce que je voulais vous voir me regarder quand vous comprendriez. » Elle posa la main sur le voile plié. « Et parce qu'il m'a paru juste que, pour une fois, ce fut à vous d'arriver trop tard. »
Le carrosse entra alors sous la longue avenue d'Ashford Hall. Adrian reconnut le rythme plus sourd des roues sur le gravier. Entre les rideaux, les premiers ifs taillés apparurent, noirs sur le ciel pâle, puis la façade de pierre blonde, vaste et parfaitement ordonnée, avec ses hautes fenêtres, son perron large, ses marches déjà bordées de domestiques alignés comme une démonstration de pouvoir domestique. Sa maison. Il lui sembla soudain qu'elle n'avait jamais été aussi peu à lui. Éléonore suivit son regard, et il vit qu'elle reprenait déjà sa tenue. Ses épaules se redressèrent imperceptiblement. La jeune femme blessée du carrosse disparaissait derrière la comtesse que tous allaient observer. « Nous allons être accueillis, dit-elle. Votre tante comptera les respirations. Les serviteurs jugeront mes rubans. Demain, tout le voisinage saura si j'ai rougi, trébuché ou mangé trop peu de soupe. Vous n'ignorez pas mieux que moi ce qu'est une maison. » Le carrosse s'arrêta. Un valet ouvrit la portière. L'air froid entra. Adrien descendit le premier, puis se retourna pour lui offrir la main. Elle la prit, non avec abandon, mais avec cette exactitude souveraine qui aurait fait croire aux plus attentifs des observateurs qu'ils s'entendaient parfaitement. Sur le perron, Lady Honoria attendait, droite comme une sentence dans son velours prune. Un peu en retrait, Mrs. Gresham tenait les clés et le calme de la maison dans ses mains sèches. Plus loin, deux femmes de chambre baissaient les yeux, tout en regardant tout. Éléonore monta les marches sans hésiter. Au sommet, avant que Lady Honoria ne parle, elle se tourna très légèrement vers Adrian, toujours le sourire de circonstance aux lèvres. « Nous avons encore une dette à régler, vous et moi, » murmura-t-elle. « Mais avant cela, j'exige une chose. » « Laquelle ? Sous votre toit, je ne serai ni pensionnaire, ni figurante, ni pénitence silencieuse. Si je dois porter votre nom, j'aurai ma place entière dans cette maison. » Lady Honoria avançait déjà. Adrian n'avait qu'une seconde. Une seconde où toute l'habitude du commandement, du confort masculin, de la temporisation prudente pouvait reprendre sa place. Il regarda Éléonore, puis la porte ouverte derrière elle, l'enfilade des halls, les visages invisibles qui écouteraient la manière dont il présenterait sa femme au monde d'Ashford Hall. Quand Lady Honoria arriva à leur portée, il ne la salua pas d'abord. Il tendit la main à Éléonore comme à une égale. « Ma tante », dit-il d'une voix assez haute pour les domestiques les plus proches. « Permettez-moi de vous présenter la maîtresse d'Ashford Hall. » Le lendemain, la salle à manger d'Ashford Hall semblait avoir été dressée pour éprouver plus que pour nourrir. La table, longue sans être immense, portait un service d'argent ancien, dont le poli discret rappelait à chacun qu'ici rien n'était neuf et que tout avait des habitudes. Deux grands bouquets d'ifs et de roses tardives dressaient leurs ombres fines dans la lumière claire. Le feu brûlait bas. On entendait, derrière la porte capitonnée, le mouvement exact d'une maison qui retient son souffle quand des invités arrivent. Éléonore était assise à la droite de Lady Honoria. La place n'avait rien d'un honneur innocent. De là, elle recevait tout, les conseils, les corrections, les regards obliques, la possibilité d'une approbation qu'on ne lui accorderait pas facilement. Elle le savait et gardait le dos droit, les mains calmes, une expression si paisible qu'elle irritait presque. Adrien, en face d'elle, voyait chacun de ses gestes malgré lui. La manière dont elle touchait à peine sa tasse, la façon qu'elle avait de tourner un peu la tête pour écouter vraiment, comme si elle refusait d'offrir à quiconque la paresse d'être mal entendue. La manche civoire de sa robe du matin, très simple, qui laissait paraître un poignet mince où l'alliance neuve brillait, avec une retenue presque sévère. Le déjeuner devait être modeste, avait dit Lady Honoria. Un voisin, rien de plus. Cela signifiait en réalité 3 dames, un homme, et assez de curiosité pour remplir la pièce. Julian Mercer entra le dernier, avec ce mélange d'aisance et de respect qui rendait ses visites acceptables même aux yeux de Lady Honoria. Il s'inclina devant Éléonore d'une façon ni trop chaude ni trop froide, puis salua Adrian avec l'ombre d'un sourire. « Wexham, vous avez l'air d'un homme que le mariage n'a pas encore achevé.
C'est rassurant pour le reste d'entre nous. Lady Honoria leva un sourcil. Monsieur Mercer, il est rare que vous rassuriez quelqu'un avant le potage. C'est ma meilleure heure, madame. Après, on me connaît trop. Une légère détente passa sur la table. Même Mrs. Gresham, qui supervisait derrière un silence parfait, semblait approuver qu'on dessert un peu l'atmosphère. Puis, Lady Augusta Fane arriva. Elle portait une robe bleu pâle qui mettait son teint en valeur, avec une exactitude calculée. Son éventail fermé reposait contre son gant, comme une promesse de malveillance polie. Elle vint à Éléonore avec un sourire gracieux. « Lady Wexham, quelle joie enfin de vous voir sans mystère. On parlait encore hier de votre voile comme d'une apparition. » Éléonore se leva juste assez pour rendre la politesse. « J'espère ne pas décevoir, Lady Augusta. Les apparitions supportent mal la lumière du lendemain. » Julien baissa les yeux sur son assiette pour cacher un amusement trop visible. Adrienne, lui, sentit monter en lui une tension sèche. Lady Augusta n'était jamais plus dangereuse que lorsqu'elle paraissait charmée. On s'assit. Le premier service circula. Quelques phrases convenables furent échangées sur les routes détrempées, la fin de saison, le sermon du dimanche. Puis, comme on pouvait s'y attendre, la conversation tourna autour du mariage de la veille. « Nous avons été frappés, » dit Lady Augusta, en effleurant son éventail contre son menton, « par la dignité avec laquelle vous avez supporté tant d'attention, Lady Wexham. Certaines jeunes mariées paraissent accablées par le regard d'une assemblée. Il faut bien regarder quelque part quand on n'a personne à qui parler, » répondit Éléonore avec douceur. Lady Honoria cessa un instant de déplacer son couvert. Julian toussa dans sa serviette. Adriane vit la bouche de Lady Augusta se tendre à peine. « Oh, je suis certaine que vous ne manquerez pas d'interlocuteurs ici, » reprit cette dernière. « Ashford Hall a la réputation d'être très ordonné. Voilà qui me convient. Le désordre m'a toujours paru plus fatigant qu'original. Nous nous ressemblons donc davantage que je ne le croyais. Cela arrive souvent aux personnes qui se jugent trop différentes pour se regarder franchement. » Cette fois, Julien enleva son verre pour cacher son sourire. Même Lady Honoria, sans approuver, ne détourna pas la tête. Adrienne, malgré lui, sentit quelque chose se desserrer en lui. Éléonore n'était pas seulement capable de tenir. Elle commandait déjà la musique de la table. Pourtant, sous cette joute légère, les souvenirs remontaient en lui, avec une netteté presque cruelle. À Lyme, elle avait répondu ainsi à une vieille dame qui critiquait la pluie comme si le ciel avait manqué à ses devoirs. 3 jours. Il n'en fallait pas davantage pour qu'une voix vous habite. Il la revit dans la salle de musique de la pension, un soir où la mer battait les vitres. Elle s'était assise au pianoforte sans cérémonie. « Je joue mal quand on m'écoute », avait-elle prévenu. Il lui avait répondu « Alors je vais regarder ailleurs ». Elle avait commencé un air simple, puis s'était interrompue au milieu pour rire de sa propre faute. Ce rire l'avait suivi jusqu'à Londres. Lady Augusta parlait encore. « Et dites-nous, Lady Wexham, trouvez-vous la campagne anglaise bien sévère après vos années sur le continent? J'imagine qu'Ashford vous paraîtra un peu silencieux. » Éléonore prit le temps de poser sa cuillère. « J'ai toujours trouvé le silence plus hospitalier que certaines conversations. » Julian laissa échapper un son entre le rire et la toux. Lady Augusta se tourna vers lui. « Monsieur Mercer semble ravi. »« Je l'avoue, » dit-il. « J'aime les débuts de saison, où l'on découvre enfin qui sait parler, sans élever la voix. » Adrien aurait dû s'en agacer. Au lieu de cela, il surprit chez lui un sentiment plus vif et plus troublant. Une sorte de fierté jalouse, comme si la voir admirée par un autre mettait soudain en relief tout ce qu'il avait failli perdre avant même de le posséder. Le second service fut apporté. La tension semblait contenue, presque élégante, quand Lady Augusta choisit de frapper plus près. « Vous devez être heureuse, Lady Wexham, d'avoir trouvé en mon cher Lord Wexham un mari d'une constance si exemplaire. Il n'était guère homme à se laisser distraire. » Le mot tomba avec une délicatesse venimeuse, constante, fidélité, impassibilité. Adriane entendit ce qu'elle voulait suggérer, qu'il n'était pas homme à s'émouvoir, encore moins à se compromettre.
Si Éléonore avait été une épouse ordinaire, elle se serait contentée de sourire. Elle leva les yeux vers lui. Un instant, très bref, passa entre eux. Dans ce regard, Adrien lut la falaise, le vent, son propre silence à l'aube. Il lut aussi une question terrible. « Me laisserez-vous encore seul avec cela ?» Éléonore répondit alors, non à Lady Augusta, mais à la table entière. Lord Wexham m'a surtout paru homme, à ne pas prendre à la légère ce qu'il choisit. C'est une qualité rare. Le compliment était si parfaitement mesuré que personne n'y pouvait reprendre. Lady Augusta ne pouvait l'attaquer sans paraître mesquine. Lady Honoria inclina à peine la tête, comme si quelque chose venait d'être noté. Julian observa Adrien par-dessus son verre avec une attention nouvelle. Et Adrien, frappé en plein cœur par cette générosité inattendue, comprit que le plus douloureux n'était pas d'avoir été reconnu, mais d'être défendu par la femme qu'il avait le moins droit de recevoir en grâce. Quand le déjeuner prit fin, les dames se levèrent, les chaises glissèrent, les convenances remirent chacun à sa place. Éléonore se détourna déjà vers Lady Honoria. Mais en passant derrière sa chaise, Adrian posa 2 doigts contre le dossier, tout près de sa main à elle, sans la toucher vraiment. « Merci », dit-il à voix basse. Elle ne le regarda pas. Pourtant, pour la première fois, ses traits perdirent un peu de leur froide perfection. « Ne m'en soyez pas reconnaissant trop vite, milord, » murmura-t-elle. « Je préfère encore protéger mon propre nom. » C'était une rebuffade. C'en était une sans doute. Mais quand elle quitta la pièce au bras de Lady Honoria, Julian s'approcha d'Adrian et lui dit doucement « Si j'étais vous, Wexham, je cesserais de croire que votre épouse ne fait que vous punir. Une femme ne sauve pas un homme en public lorsqu'elle l'a déjà rayé de son cœur. » Adrian ne répondit pas. Pour la première fois depuis la chapelle, l'espoir lui fit plus peur que le remords. La pluie avait commencé avant l'aube, fine d'abord, puis plus lourde, battant les hautes vitres d'Ashford Hall. À 11 heures, la maison sentait le feu de tourbe, la laine mouillée et le bois ciré. Dans le petit salon du matin, Lady Honoria classait des lettres avec sa sévérité coutumière. Éléonore, près de la fenêtre, parcourait un registre de comptes domestiques que Mrs. Gresham lui avait apporté. Adrian s'était d'abord étonné de voir une jeune mariée commencer son mariage par la blanchisserie et les menus d'hiver. Puis il avait compris qu'elle ne feignait pas sa place. Elle la prenait. Un bruit de porte dans le hall, des pas précipités. Madame Gresham parut sur le seuil, plus pâle qu'à l'ordinaire. « Milord, pardon, milady, on vient du village. La petite May Fletcher est tombée dans le bras du moulin. On l'a retirée, mais elle a reçu un coup à la tête. Sa mère demande si l'on peut faire venir le docteur plus vite. Les chemins sont mauvais. » Lady Honoria leva les yeux. « Qu'on envoie Sam à cheval. »« Sam est déjà parti, madame, » dit Mrs. Gresham. « Mais la mère est en panique, et le père n'est pas encore revenu des champs. » Adrian se leva. « Je vais voir. » Éléonore referma le registre dans le même mouvement. « J'irai aussi. » Lady Honoria la considéra froidement. « Certainement pas. Une comtesse sortie dans ce temps pour une enfant de meunier, pour une enfant blessée, » dit Éléonore. « Vous n'êtes pas installée depuis 2 jours. Il y a des convenances avant les impulsions charitables. » Éléonore lissa une fois sa manche. Adrian reconnut ce geste. « Et justement, madame, si je dois vivre ici, j'aimerais que l'on sache d'emblée quelles sont mes convenances. » Lady Honoria ouvrit la bouche, mais Adrian parla avant elle. « Madame Gresham, faites préparer mon phaéton couvert et qu'on prenne des couvertures sèches. » Puis il se tourna vers Éléonore. « Si vous venez, vous ne resterez pas debout dans l'humidité comme une statue héroïque. Vous écouterez ce qu'on vous dit. » Une lueur passa dans ses yeux. « Voilà un marché raisonnable, milord. » Le cottage des Fletcher se trouvait au bord du petit bras d'eau qui faisait tourner le moulin bas. Le chemin était devenu un ruban de boue entre les haies noircies. La pluie leur cinglait le visage lorsqu'ils descendirent. Adrien sauta le premier et lui offrit aussitôt la main. Elle la prit sans discuter, son mantelet déjà mouillé aux épaules. Dedans, l'air sentait la farine humide,
le linge chaud, l'angoisse. Une petite fille de 6 ans était allongée sur un lit étroit, la tempe meurtrie, les cils collés de larmes. Sa mère, rouge de panique, parlait trop vite. 2 voisines se pressaient près du feu. Éléonore alla droit à l'enfant. « Laissez-moi un peu de place, vous aussi, madame, elle a besoin d'air. » La mère recula, choquée d'abord, puis soulagée. Adrian s'agenouilla près du lit. « May, m'entends-tu » L'enfant ouvrit des yeux troubles et gémit. Éléonore avait déjà ôté ses gants. Elle demanda de l'eau tiède, des linges propres, puis s'assit sur le bord du lit. Ses doigts écartèrent doucement les cheveux collés de la petite, examinèrent la bosse, essuyèrent la joue sale. Elle a surtout eu peur. Il faut la garder éveillée jusqu'à l'arrivée du docteur. Parlez-lui. Non, pas tous ensemble, vous, doucement. La petite tendit la main à tâtons. Éléonore la prit. Adrien regarda cette main fine, faite pour les salons et les portées de musique, tenir sans répugnance les doigts collants d'une enfant de meunier. Il se souvint d'un après-midi à Lyme, où un gamin de pêcheur s'était ouvert le genou sur les rochers. Elle avait arraché son mouchoir sans façon et grondé le garçon pour l'empêcher de pleurer. La bravoure ne consiste pas à ne rien sentir, mais à respirer tout de même. Il entendait encore le rire qui avait suivi. Même le vent lui revenait. Dans le cottage, le temps sembla se resserrer autour du lit. Adrian fit sortir les voisines, envoya un garçon guetter le docteur, raviva le feu. Quand la mère éclata enfin en sanglots, ce fut vers Éléonore qu'elle se tourna. « Elle va vivre, milady ?» Éléonore regarda la petite puis la femme. « Oui, je le crois. Mais si vous tremblez ainsi, elle croira le contraire. Asseyez-vous. Voilà. Tenez-lui l'autre main. » Le docteur arriva une demi-heure plus tard, ruisselant, et confirma presque mot pour mot ce qu'Éléonore avait dit. La mère voulut se jeter à genoux. Éléonore l'en empêcha d'un geste vif. Quand ils ressortirent, la pluie avait faibli. Le jardin du cottage n'était plus qu'une terre sombre, où les dernières tiges d'automne pliaient sous l'eau. Adrien fit monter Éléonore dans le phaéton, puis la suivit. Ils roulèrent un moment sans parler. Elle regardait ses mains nues. Il sortit de sa poche un mouchoir parfaitement plié et le lui tendit. « Vous avez de la farine sur les doigts. » Elle leva vers lui un regard surpris, puis sourit presque malgré elle. Quel drame pour Ashford Hall. La maison s'en remettra. Elle prit le mouchoir. Ses doigts frôlèrent les siens. « Merci, dit-elle, sans froideur. Il regarda la route détrempée devant eux. Je crois que la petite s'en serait aussi bien sortie sans nous. Peut-être. Mais sa mère, non. Éléonore se tut un instant. Puis, plus doucement. On m'a souvent dit, quand j'étais enfant, qu'une maison noble devait être vue. Ma tante disait au contraire qu'elle devait être sentie, dans la manière dont les gens respirent quand on entre chez eux. Adrien tourna enfin la tête vers elle. Ashford Hall vous a vu aujourd'hui. À partir de maintenant, quiconque y vit saura aussi comment vous voulez qu'on y respire. Elle baissa les yeux sur le mouchoir entre ses mains. Ses traits s'étaient adoucis. Lorsqu'ils rentrèrent, Mrs. Gresham les attendait dans le hall avec des serviettes chaudes. Derrière elle, 2 valets avaient ce regard particulier des serviteurs qui viennent d'entendre quelque chose au village. Non un scandale, mais une histoire qu'on racontera ce soir avec respect. Lady Honoria apparut au haut de l'escalier. Eh bien, Adrien ôta ses gants mouillés. Il pouvait, en 3 mots, refermer l'épisode. À la place, il leva les yeux vers sa tante. Lady Wexham a évité une panique et rendu service à des gens qui s'en souviendront longtemps. Je veux que l'on sache ici qu'elle aura désormais l'œil sur les cottages du domaine, autant que sur mes salons. Le silence qui suivit fut bref, mais décisif. Lady Honoria regarda Éléonore, trempée, pâle. Une mèche sombre échappée sur la tempe, moins impeccable et plus imposante que la veille. « Dans ce cas, dit-elle enfin, il faudra vous faire remettre les anciennes listes des visites d'hiver. Elles sont incomplètes et fort mal tenues. » Ce n'était pas un éloge, c'était mieux. Éléonore leva la tête.
Je vous en serai reconnaissante, madame. » Puis elle se tourna vers Adrien, et dans ses yeux il n'y avait plus seulement le souvenir de la chapelle ou la froide justice du carrosse. Il y avait, pour la première fois, la reconnaissance prudente d'une alliance possible. Et Adrien comprit que ce qu'il venait de lui céder n'était pas un simple domaine de charité, mais une entrée réelle dans sa vie. Le dîner de ce soir-là fut annoncé avec plus de cérémonie que les jours précédents, comme si la maison elle-même avait senti qu'il s'agissait moins de manger que de se mesurer. Dans la grande salle, les bougies multipliées aux hauts appliques faisaient courir des lueurs chaudes sur les portraits des Ashford. Les visages peints, dans leurs perruques poudrées et leurs broderies fanées, semblaient assister au repas avec cette désapprobation majestueuse qu'ont les morts lorsqu'on les dérange avec les affaires du présent. Éléonore descendit la dernière. Sa robe de soie gris-perle était simple, mais la coupe la faisait paraître plus grande. Une petite rangée de perles à son cou suffisait à rappeler qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. En bas de l'escalier, Adrian se tenait déjà auprès de Lady Honoria et du comte de Villeneuve, arrivés dans l'après-midi. En voyant son père, Éléonore sentit dans sa poitrine ce mélange ancien de tendresse et de fatigue que seuls les liens du sang savent produire. Armand de Villeneuve était beau encore, d'une beauté passée à travers le souci comme un velours usé garde un reflet. Mais sa main jouait déjà avec sa bague de sceau, signe certain qu'il espérait éviter une vérité. Il baisa la main de sa fille avec émotion. « Ma chère enfant, ce château vous sied mieux que toutes les pauvretés de ma conscience. » Éléonore soutint son regard. Voilà une phrase de père qui aurait presque le mérite de la franchise si elle arrivait plus tôt. Lady Honoria inclina légèrement la tête, comme pour reconnaître un coup porté avec une correction convenable. Adrien, lui, vit la douleur rapide qui passa dans les yeux du vieil homme. Il n'éprouva pourtant pas le moindre désir d'intervenir. S'il y avait entre eux un compte à rendre, il n'était pas de ceux qu'un mari arrange, en parlant trop vite. On passa à table. Le premier service s'écoula presque paisiblement. Le comte de Villeneuve parla de la pluie, de la mauvaise santé des routes, d'un cousin en Champagne dont personne n'avait cure. Lady Honoria répondit avec cette politesse qui tenait lieu chez elle, de neutralité bienveillante. Adrian observait sa femme plus qu'il ne parlait. Depuis le retour du cottage des Fletcher, quelque chose avait changé. Éléonore gardait encore sa réserve, mais elle ne se protégeait plus de lui comme d'un danger constant. Par instants, lorsqu'il s'adressait à elle, sa voix perdait un peu de sa glace. Ce progrès fragile lui était plus précieux qu'il n'aurait osé l'avouer à quiconque. Ce fut le comte de Villeneuve qui fit basculer la soirée. Au moment où l'on retirait les assiettes du poisson, il sortit de sa poche intérieure une enveloppe pliée avec trop de soin. « J'avais presque oublié », dit-il avec cette légèreté forcée des gens qui n'oublient rien. « Une lettre vous a suivi, Éléonore. Elle était arrivée à Londres après notre départ. Je l'ai trouvée dans mes papiers au moment de quitter la maison. » Elle tendit la main. « De qui vient-elle » Il hésita un instant trop long. « D'une certaine Madame Bellamy. » Adrien leva les yeux. Le nom ne lui disait rien, mais Éléonore pâlit à peine, juste assez pour qu'il le voie. « Merci, père. » Elle ne l'ouvrit pas. Elle posa la lettre près de son assiette, sous sa main, comme si le simple fait de la toucher suffisait à contenir ce qu'elle annonçait. Lady Honoria remarqua tout. « Une connaissance importante ?» Éléonore répondit avant que son père ne puisse choisir à sa place. « Une veuve qui tenait la pension de Lyme, où ma tante et moi avons séjourné au printemps. » Le silence fut bref mais net. Adrien sentit le sang lui battre aux tempes. Le nom du lieu, dit à table, devant son père à elle, devant sa tante à lui, avait la force d'un petit incendie. Lady Honoria posa sa fourchette. « Lyme, je croyais que vous étiez à Bath. » Armand de Villeneuve remua sa serviette. « Ma sœur préféra la mer pendant quelques semaines. Rien d'extraordinaire. »« Je n'ai pas dit le contraire, » répondit Lady Honoria. Adrien savait ce ton. Il signifiait « Je n'insiste pas, mais je n'oublie rien. »
Le troisième service fut apporté. Personne ne parla d'autre chose que du gibier. Pourtant, l'air de la pièce avait changé. Éléonore gardait la lettre sous sa main. Le comte de Villenay évitait désormais le regard de sa fille. Enfin, au moment du dessert, Lady Honoria dit d'une voix égale. « J'ai reçu cet après-midi le second courrier de Londres. Il apporte aussi certains éclaircissements sur l'état des biens des Villenay. » Armand redressa la tête. Éléonore se figea. Adrien tourna lentement sa chevalière. Il n'avait encore rien lu. Le paquet l'attendait dans son cabinet. Mais il comprit aussitôt. Quelqu'un à Londres avait parlé. Sans doute un homme d'affaires froissé ou une parente charitable. Les chiffres, les rentes, les promesses trop brillantes. Tout ce qu'un contrat de mariage supporte mal quand on le regarde de trop près. « Madame, » dit le comte avec dignité, « si vous avez quelque chose à reprocher à ma gestion, j'aurais préféré l'entendre en privé. » Lady Honoria ne haussa pas la voix. « Je ne reproche rien. Je m'interroge sur ce qu'on a choisi de taire. Il semble que certaines terres ne produisent plus ce qu'on annonçait. » Éléonore leva alors la main de la lettre. « J'ignorais les détails, dit-elle. Si l'on veut m'en faire grief, qu'on me le fasse clairement. » Le vieux comte ferma les yeux une seconde. « Ma chère enfant ?» ?»« Non, père, pas ainsi. Pas avec des phrases qui commencent par ma chère enfant, quand tout le reste se termine en silence. Saviez-vous que les chiffres n'étaient pas ceux qu'on présentait ?» Il se tut. Ce silence suffisait. Adrian regarda l'homme qui avait mis sa fille dans cette position, non par méchanceté peut-être, mais par faiblesse, ce qui est parfois pire. Il vit Éléonore droite sous les bougies, une lettre du passé à une main, l'humiliation du présent dans l'autre, et sa colère se fit si nette qu'elle lui ôta toute hésitation. « Cela suffit, dit-il. » Tous tournèrent la tête vers lui. Il posa sa serviette, calmement. « Ma tante, si les affaires des Villenay comportent des ombres, elles seront discutées avec moi, demain, dans mon cabinet. Et certainement pas à cette table. Quant à ma femme, je ne permettrai pas qu'on lui présente les défaillances d'autrui comme si elles étaient les siennes. » Lady Honoria le regarda fixement. « Vous prenez donc ce point à cœur. » Oui, le mot tomba, sans éclat, mais avec une fermeté qui fit baisser les yeux à un valet au fond de la pièce. Armand de Villenay porta une main tremblante à son verre. Éléonore, elle, ne bougea pas. Pourtant, Adrien vit le changement exact au fond de ses yeux. Ce n'était pas encore la confiance, pas même le pardon. C'était plus simple et plus rare. La surprise d'être enfin protégée, sans avoir dû le demander. Lady Honoria reprit sa cuillère avec une précision glacée. « Fort bien. Puisque Lord Wexham en décide ainsi, nous respecterons sa volonté. » Le dîner continua, mais la ligne avait été tracée. Rien désormais ne permettrait à la maison d'oublier que le comte s'était publiquement rangé du côté de sa femme, contre l'intérêt nu du contrat. Quand les dames se levèrent enfin, Éléonore prit sa lettre. Au passage, près de la porte, elle s'arrêta à hauteur d'Adrien. « Vous avez eu tort de me défendre si vite, » murmura-t-elle. Il releva la tête. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je pourrais m'y habituer. » Puis elle quitta la salle. Et pour la première fois, ce ne fut pas une menace, c'était un danger plus doux et bien plus sérieux. La réception donnée 8 jours plus tard à Ashford Hall devait, selon Lady Honoria, rétablir les proportions. Ce qui voulait dire, dans sa langue, qu'il convenait de montrer au voisinage que la nouvelle comtesse de Wexham n'avait ni tremblé sous son voile, ni fait vaciller l'ordre de la maison. On avait ouvert les salons en enfilade, allumé toutes les appliques, fait venir des musiciens de la ville voisine et tiré des caves un vin que même Lady Honoria jugeait propre à détendre les réputations les plus raides. Sous les lustres, les dames glissaient comme des fleurs savantes. Les messieurs formaient de petites îles noires où l'on parlait chevaux, circonscription et alliance. Les jeunes filles souriaient trop. Les mères regardaient tout. Éléonore recevait à côté d'Adrien. Une semaine plus tôt, ce simple fait eût ressemblé à une mise en scène. Ce soir, il y avait entre eux une souplesse nouvelle, presque dangereuse.
Quand il présentait un invité, elle saisissait le ton en un battement de cils. Quand elle répondait, il devinait à l'ombre de sa voix si elle se moquait, s'ennuyait ou accordait un vrai intérêt. Ils n'étaient pas intimes. Ils étaient accordés, et cela, sous les regards, avait plus de puissance qu'un aveu. Julian Mercer s'approcha tôt, avec cette grâce facile qui ne semblait froisser aucune convenance. « Lady Wexham, dit-il en s'inclinant, on prétend que vous avez déjà réformé les visites d'hiver, apaisé la mère Fletcher et effrayé 2 commères du village. Dois-je vous féliciter ou prendre la fuite ?» Éléonore sourit. « Fouillez si vous craignez les femmes qui savent tenir un registre. Je ne crains que celles qui le tiennent de mémoire. » Adrian, qui entendait, sentit une irritation vive et presque absurde à cette aisance. Julien n'avait rien dit de déplacé. Au contraire, il faisait ce qu'un ami loyal devait faire, donner à la nouvelle comtesse l'espace social le plus confortable possible. Pourtant, Adrian détesta l'idée qu'Éléonore pût rire plus librement avec un autre homme qu'avec lui. Comme pour le punir, elle répondit à Julien avec un éclat de malice qu'il n'avait pas entendu depuis Lyme. « Dans ce cas, monsieur Mercer, vous êtes en grand péril. J'ai une excellente mémoire. » Le rire de Julien fut franc. « J'en prends le risque. M'accorderez-vous la seconde contredanse ?» Adrien tourna la tête. Il ne pouvait décemment intervenir. Éléonore leva les yeux vers lui une fraction de seconde. Assez pour savoir qu'il avait entendu. Assez pour choisir en connaissance de cause. « Avec plaisir, » dit-elle. Le mot fut parfaitement irréprochable. Il n'en eut pas moins sur Adrien l'effet d'un gant jeté avec élégance. Le bal prit son mouvement. Les musiciens attaquèrent une allemande légère, puis une contredanse. Adrien remplit ses devoirs de maître de maison, conduisit une veuve bavarde, salua un magistrat, répondit aux félicitations trop mielleuses de Lady Augusta Fine. Elle était arrivée tard, plus brillante encore que d'habitude, comme une femme décidée à prouver qu'aucune autre ne peut lui ravir durablement le centre d'une pièce. « Votre épouse essaie fort admirée, » dit-elle, en acceptant son bras pour traverser le grand salon. Le mystère s'y est mieux à certaines femmes qu'à d'autres, mais il faut reconnaître qu'elle sait se faire pardonner le sien. Adrian s'arrêta presque. « Le mien ou le sien, Lady Augusta ?» Elle battit des cils. « Comme vous êtes sévère, je parlais du voile, naturellement. » Puis, elle s'éloigna avec son sourire le plus propre. Adrian la regarda partir, comprenant qu'elle commençait à flairer sous les politesses quelque chose de plus piquant qu'un simple mariage de raison. Il se força à revenir aux invités. Pourtant, lorsqu'il aperçut Éléonore engagée dans la contredanse avec Julien, le reste du salon se brouilla légèrement autour d'eux. Elle portait une robe bleu nuit qui faisait ressortir la clarté de sa peau. La musique la soulevait presque. Elle bougeait avec une précision légère, sans chercher à briller et brillant tout de même. Julien, visiblement charmé, lui parlait entre 2 figures. Elle levait parfois la tête pour répondre, et Adrian haïssait de loin cette facilité. Une vieille baronne à qui il devait un mot l'interrogea sur les récoltes. Il répondit n'importe quoi. Quand la danse finit, il vit Julien reconduire Éléonore jusqu'à une fenêtre moins encombrée. Ils restèrent un instant à l'écart, dans la demi-pénombre bleutée des rideaux, assez proches pour parler sans être entendus. Adrian traversa le salon sans s'en rendre compte, jusqu'au moment où il les atteignit presque. Julian se tourna vers lui avec un regard honnête, un peu amusé peut-être, mais sans insolence. « Wexham, je vous vole votre épouse un instant. Nous comparions les mérites du voisinage et ceux du bord de mer. » Le mot tomba là, simple, presque innocent. Bord de mer. Éléonore croisa les yeux d'Adrien. Elle avait entendu, elle aussi, le léger heurt du passé dans ses syllabes. « Mais monsieur Mercer me soutient, » dit-elle, « que la campagne anglaise a des beautés plus constantes que la côte du Dorset. »« Monsieur Mercer aime surtout avoir le dernier mot, » répondit Adrien. « Je le cède volontiers quand la compagnie me récompense, » dit Julien. Il s'éloigna avec tact, laissant derrière lui un espace trop net. La musique reprenait déjà plus loin. On appelait les couples pour une valse prudente, tolérée ici, parce que Lady Honoria avait décidé que ce qui se faisait à Londres pouvait, s'il le fallait, être domestiqué dans le Hampshire.
Éléonore posa une main légère sur le rebord de la fenêtre. « Vous avez l'air contrarié, milord. Serait-ce la faute de la côte du Dorset ?»« Non, de Mercé. » Elle tourna vers lui un visage où passait un amusement presque tendre. « Voilà qui vous ressemble peu. Vous ne m'aviez pas paru homme à jalouser vos amis. »« Je ne le suis pas. »« Vraiment ?» Il aurait dû nier encore. Au lieu de cela, il dit d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Vous riez avec lui comme vous ne riez pas avec moi. » Le souffle d'Éléonore sembla se suspendre une seconde. La rumeur du salon continua autour d'eux, les archets, les soies, les conversations, et pourtant quelque chose se referma sur cet aveu trop simple. « Peut-être, dit-elle enfin, parce qu'il ne m'a jamais demandé d'oublier ce que je sais. » Le coup était juste. Adrien l'accepta, puis il tendit la main. « Dansez avec moi. » Elle regarda cette main comme si elle y voyait plus qu'une invitation. Un choix, un risque sous 100 regards. Lentement, elle posa ses doigts dans les siens. Ils entrèrent dans la valse. Ils ne l'avaient pas tenue depuis leur mariage autrement que par nécessité. À présent, sa main reposait à sa taille. L'autre retenait la sienne. Il sentit aussitôt sous l'étoffe la chaleur vivante de son corps, si proche qu'il en eut presque le vertige. Éléonore baissa les yeux une seconde, puis les releva. Ils glissèrent parmi les autres couples avec une aisance grave, comme s'ils dansaient ensemble depuis des années. « Si j'avais dit la vérité à Lyme, » murmura Adrien, « m'auriez-vous tout de même parlé le dernier soir ?» Elle ne répondit pas d'abord. Il sentit seulement son souffle, plus court. « Oui, » dit-elle enfin. Un seul mot, mais il ouvrait sous leurs pas tout ce qu'ils avaient perdu. Adrien serra un peu la main qu'il tenait. Alors je fus plus sot encore que je ne le pensais. Cette fois, elle eut un vrai sourire, triste mais vrai. Ils achevaient le tour de la salle quand près des portes du grand salon, un homme que Juliane venait d'accueillir ôta ses gants en regardant autour de lui. C'était un visage que ni Adrien ni Éléonore n'avaient vu depuis des mois, et pourtant il les frappa tous deux au même instant. Monsieur Bellamy, le frère de la veuve de Lyme. L'homme les aperçut. Son regard s'éclaira d'une reconnaissance involontaire, presque joyeuse. Mais c'est... La musique couvrit la suite. Pourtant le sang quitta le visage d'Éléonore, et Adrien comprit, en la sentant se raidir dans ses bras, que la soirée venait de cesser d'être un bal. La valse s'acheva dans une confusion polie de révérences, de chaises avancées, de rires trop sonores. Adrien ne lâcha pas la main d'Éléonore avant de l'avoir conduite dans l'embrasure la plus proche, à demi protégée par une haute plante et par l'ombre d'une colonne. Il sentait encore la raideur subite qui avait traversé son corps quand l'homme près de la porte avait levé les yeux. Bellamy. Oui, c'était bien lui. Le frère de la veuve qui tenait la pension de Lyme, un homme placide, à favoris clairs, dont Adrien gardait le souvenir d'une honnêteté simple et d'une mémoire redoutablement précise pour les visages. Julian, qui n'avait pas manqué l'incident, venait déjà vers eux. « Wexham, dit-il bas, votre nouveau convive semble vous connaître d'assez loin. Dois-je le détourner ?» Adrien regarda Éléonore. Sous les bougies, son teint était redevenu très pâle, mais ses yeux gardaient leur calme farouche. « Non, » répondit-elle avant lui. « Ce serait plus visible encore. » Puis, à Adrien seulement. « S'il parle, il me reconnaîtra aussi. »« Je sais. Voilà qui est une nouveauté agréable, » dit-elle avec un sang-froid presque cruel. Nous savons enfin la même chose au même moment. Julien comprit qu'on n'attendait pas de lui qu'il plaisante. Son regard passa de l'un à l'autre, lucide. Très bien. Je vais au moins veiller à ce que Lady Augusta ne soit pas la première à l'aborder. Il s'éloigna. Le salon avait repris son mouvement, mais avec cette légère tension des grandes soirées, où chacun sent qu'un détail, quelque part, a glissé hors de sa place. Bellamy, déjà entouré de deux hommes que Julien lui présentait, gardait pourtant les yeux tournés de leur côté plus souvent qu'il n'eût fallu. Éléonore redressa légèrement le menton. « Si je me retire maintenant, on me suivra du regard jusqu'à demain. »« Vous ne vous retirerez pas, dit Adrien. Vous restez ici,
près de moi. Elle tourna vers lui un regard bref, étonné moins par l'ordre que par l'inquiétude qui le sous-tendait. « Est-ce une stratégie, milord, ou un aveu ?»« Les deux, peut-être. » Elle n'eut pas le temps de répondre. Lady Augusta s'approchait déjà, son éventail refermé contre sa paume comme une lame mise au fourreau. « Vous êtes bien cachés, tous deux, » dit-elle avec un sourire. « On croirait presque que le mariage rend timide. » « Quelle tragédie ce serait pour le voisinage, » répondit Éléonore. Lady Augusta inclina la tête. « Je venais justement vous parler du monsieur arrivé avec monsieur Mercer. Un homme fort commun d'apparence, mais qui semble ébloui par notre compagnie. Il a eu l'air de vous reconnaître au premier regard, Lady Wexham. Les stations de bain créent décidément de singulières familiarités. » Adrian sentit la colère monter, nette et froide. Avant qu'il ne parle, Éléonore répondit avec une douceur si nette qu'elle coupa presque l'air. « En effet, il arrive même que des gens s'y montrent sous leur vrai visage. Voilà qui les distingue. » Un léger silence suivit. Lady Augusta eut un rire léger. « Comme vous êtes piquante ce soir. Comme vous êtes attentive, » dit Adrian. Elle comprit le congé. Son sourire se tendit d'un rien. « Je n'oublie jamais mes amis, Lord Wexham. » Quand elle s'éloigna, Bellamy n'était plus qu'à quelques pas. Il salua d'abord Adrian, comme il convenait, mais son regard glissa aussitôt vers Éléonore, avec une surprise sincère. « Milady, pardonnez-moi. Je vous demande pardon. J'ai cru d'abord. » Il s'interrompit, déconfit tout à coup de sentir qu'il avait mis le pied dans un terrain glissant. Éléonore lui offrit le seul salut possible. « Vous m'avez prise pour quelqu'un que vous aviez connu à Lyme, monsieur Bellamy. Vous n'êtes pas le premier. » C'était habile, presque suffisant, presque. Bellamy, homme honnête, voulut réparer. Ce fut pire. Oui, oui, précisément. Votre tante y logeait, au printemps dernier, si ma sœur ne se trompe pas, et vous-même. Il s'arrêta encore, cette fois parce qu'Adrian avait avancé d'un pas. Mais déjà, autour d'eux, deux dames avaient suspendu leur conversation. Un officier retraité regardait avec l'intérêt tranquille des hommes qui aiment les détails compromettants tant qu'ils n'en sont pas. Éléonore sentit la vague avant qu'elle ne l'atteigne. Adrian le vit. C'était toujours ainsi dans ce monde. Le trouble tombait d'abord sur la femme. Une pension au bord de mer, un visage reconnu, un nom mal fixé, et l'imagination des salons faisait le reste. Bellamy balbutia. « Je voulais seulement dire que Lord Wexham y était aussi, me semble-t-il. » Cette fois, le silence fut réel. Lady Augusta, à l'autre bout du groupe, ne bougea plus. Lady Honoria, près de la cheminée, leva la tête comme si quelqu'un venait d'ouvrir une porte dans un mur. Adrian sentit en une seconde tout ce qu'il pouvait encore sauver de lui-même, en laissant flotter l'ambiguïté, en feignant l'insignifiance, en réduisant l'épisode à une confusion de villégiature. On croirait peut-être à une rencontre fortuite, à une banalité. La réputation d'Éléonore serait malgré tout effleurée, mais la sienne resterait intacte. Il regarda sa femme. Elle ne le suppliait pas. Elle ne quémandait rien. Son visage était calme, un peu plus blanc, et ses yeux le fixaient avec cette vérité terrible qu'il connaissait depuis la chapelle. Elle lui laissait, une fois encore, le choix de l'homme qu'il serait. Alors Adrian se tourna vers le petit cercle qui déjà se resserrait. « Monsieur Bellamy a parfaitement raison, » dit-il d'une voix assez claire pour être entendu au-delà des fauteuils les plus proches. « J'ai séjourné à Lyme ce printemps, sous mon second prénom, pour échapper quelque temps à une maison en deuil. J'y ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme, sans savoir qu'elle était Lady Éléonore de Villeneuve. Si l'on trouve quelque faute dans cette histoire, qu'on la cherche en moi seul. » On entendit distinctement, dans le salon, un archet qui accrochait sa note. Personne ne bougea. Adrian poursuivit, plus bas, mais sans fléchir. « Lady Wexham n'a jamais tendu ni piège, ni mensonge. C'est moi qui ai pris un autre nom. Moi qui suis parti sans dire assez. Moi, enfin, qui ai eu l'honneur de la retrouver à l'hôtel, alors qu'elle avait plus de courage que moi. » Le rouge monta aux joues de Bellamy,
qui s'inclina presque jusqu'à la honte. L'officier regarda son verre. Les deux dames échangèrent un coup d'œil affamé. Lady Augusta, immobile, avait perdu sa jolie couleur, et Lady Honoria, du fond de la pièce, ne quitta pas son neveu des yeux. Éléonore n'avait pas bougé pendant qu'il parlait. À présent seulement, elle inspira. Adrian sentit que le danger n'était pas passé. Au contraire, il venait d'acquérir une forme, une matière, une vie qui courait demain de salon en salon. Mais il avait changé de camp. Ce ne serait plus elle seule qu'on examinerait. Il s'était placé devant elle, enfin. Julian revint le premier, comme on revient auprès de blessés après une détonation. « Le quadrille attend ses héros », dit-il avec une légèreté si bien dosée qu'elle sauvait tout ce qu'elle pouvait sauver. Personne ne rit, mais la pièce recommença à respirer. Adrian se tourna alors vers Éléonore. Il ne tendit pas le bras tout de suite, il attendit. Ce fut elle qui posa sa main sur la sienne. Le geste n'effaçait rien. Il n'absorbait ni le scandale, ni la blessure, ni les mots déjà lâchés dans la pièce. Mais il changeait quelque chose d'essentiel. Il signifiait qu'elle acceptait, pour cette soirée au moins, qu'ils portent ensemble le poids de la vérité. Et tout Ashford Hall l'avait vu. Le lendemain de la réception, Ashford Hall avait ce calme particulier des maisons qui ont beaucoup entendu la veille et feignent de n'en rien savoir. Les domestiques parlaient plus bas. Les portes se refermaient avec plus de douceur. Même les chiens semblaient avoir compris que la voix humaine pouvait, en une seule soirée, faire plus de ravages que le vent d'hiver. Il pleuvait encore. Une pluie droite et grise qui noyait les ifs du parc et collait aux vitres comme une gaze mouillée. Éléonore passa la matinée dans son petit salon, celui que Lady Honoria avait d'abord appelé la pièce de travail, avec une réserve qui signifiait « Nous verrons bien si vous méritez d'y demeurer ». Sur la table basse s'empilaient des listes de visites, quelques lettres, un panier de rubans et un livre ouvert qu'elle ne lisait pas. Elle avait envoyé sa femme de chambre au loin, sous prétexte de trier des dentelles. En vérité, elle ne voulait aucun témoin de son trouble. La veille au soir n'avait cessé de revenir par vagues. Le visage de Bellamy, le silence de la salle, la voix d'Adrien, claire, sans détour. Moi seul. Le mot l'avait frappée presque avec violence. Elle l'avait attendu si longtemps qu'il prenne sur lui sa faute qu'à présent qu'il l'avait fait, elle ne savait plus où déposer cette victoire trop douloureuse. On frappa. Elle crut d'abord à Mrs. Gresham, mais c'était Lady Honoria. La vieille dame entra sans précipitation, en velours brun, un petit portefeuille de maroquin à la main. Son regard passa sur la table en désordre léger, sur le livre négligé, sur la fenêtre ruisselante. Elle ne fit aucun commentaire. Elle alla simplement s'asseoir, avec la netteté d'une personne qui n'emprunte jamais sa place. « J'ai reçu 3 billets ce matin, » dit-elle. « 2 prétendument aimables, un franchement curieux. Aucun n'aura de réponse avant demain. » Et Léonore referma doucement le livre. « Vous me rassurez, madame, j'aurais craint de troubler votre correspondance. » Lady Honoria posa le portefeuille sur ses genoux. « Ne soyez pas injuste. Vous troublez plutôt mon orgueil, ce qui est plus sérieux. » Un silence passa. Puis, à la surprise d'Éléonore, la vieille dame ajouta « Mon neveu s'est conduit hier comme un Ashford devait le faire. Un peu tard, peut-être, mais correctement. » Éléonore baissa les yeux une seconde. « Oui. Quant à vous, vous vous êtes tenue comme une femme qui n'a pas besoin qu'on la sauve pour mériter protection. C'est une qualité rare et fort incommode. » Cette fois, malgré elle, Éléonore sourit. « Vous me faites un compliment redoutable, madame. » Lady Honoria eut un léger mouvement d'épaule. « J'en fais peu. Il faut bien qu'ils portent. » Elle ouvrit alors le portefeuille et en sortit une liasse de papier noué d'un ruban fané. « Voici les anciennes listes des tournées d'hiver, les relevés de linge et les notes laissées par votre prédécesseur dans cette maison. Elles sont d'une sécheresse exemplaire, donc utiles. Je vous les confie. » Il fallut à Éléonore une seconde pour mesurer ce geste. Ce n'était pas seulement du papier. C'était une transmission, prudente mais réelle. « Merci, » dit-elle, plus simplement qu'à l'ordinaire. Lady Honoria la considéra.
N'en abusez pas, je n'ai pas changé de caractère. Je m'en serais inquiété. Les yeux de la vieille dame brillèrent fugitivement. Puis elle se leva. Sur le seuil, elle se retourna. Mon neveu est dans la bibliothèque depuis 1 heure. Il n'a tourné aucune page. Si vous comptez le faire souffrir encore un peu, choisissez au moins un supplice plus varié. Quand elle fut sortie, Éléonore resta immobile, les papiers sur les genoux. Puis elle se leva. La bibliothèque d'Ashford Hall donnait sur le parc des Trempés. Le feu y brûlait plus haut que d'ordinaire, comme si quelqu'un avait cherché dans les bûches une compagnie. Adrian se tenait près de la cheminée. Une lettre ouverte à la main qu'il ne lisait pas davantage que Lady Honoria ne se trompait à son sujet. Il leva les yeux en l'entendant entrer. Aucun d'eux ne parla tout de suite. Le silence n'était plus celui, hostile, des premiers jours. Il ressemblait davantage à un seuil. Éléonore avança jusqu'à la table et y posa les papiers que Lady Honoria venait de lui remettre. « Votre tante m'a confié les listes de la maison, » dit-elle. « Je suppose qu'il faut y voir une canonisation domestique. » Un vrai sourire passa sur le visage d'Adrien, bref mais chaleureux. « Elle vous apprécie donc assez pour vous confier ses rancunes anciennes et son linge d'hiver. C'est plus qu'un sacre. » Éléonore regarda le feu. « Elle m'a aussi dit que vous n'aviez tourné aucune page. Ma tante est une espionne d'un mérite hors du commun. » Il plia la lettre et la posa. Ses doigts, cette fois, ne jouaient pas avec la chevalière. Il restait ouvert, immobile, comme s'il avait renoncé à se défendre par habitude. « Je voulais vous parler depuis hier soir, » dit-il. « Et moi depuis le jour du mariage. Voilà qui nous met à égalité. » Il inclina la tête. Presque. Il traversa la pièce, non jusqu'à elle, mais assez près pour que sa voix n'ait plus besoin de force. Quand je suis parti de Lyme, je n'emportais rien de raisonnable. Seulement une lettre de ma tante m'annonçant que mon frère avait laissé derrière lui plus de dettes d'honneur et de rumeurs que je n'en pouvais supporter encore une fois. Je me suis dit que si je restais un jour de plus auprès de vous, je ne reviendrais pas au rôle qu'on attendait de moi. J'ai choisi le rôle. Le mot était laid dans sa bouche. Il le savait. Éléonore ne répondit pas. Mais je n'ai pas tout laissé là-bas. Il alla jusqu'au bureau, ouvrit le tiroir intérieur dont il gardait toujours la clé, et en tira un objet si simple qu'elle en eut le souffle suspendu. Un ruban bleu pâli. Le ruban que le vent avait emporté de son chapeau sur la falaise, celui qu'il avait rattrapé en riant avant de le glisser dans sa poche avec une légèreté qu'elle avait prise pour du badinage. « Je l'ai gardé, » dit-il, comme un sot, comme un homme qui prétendait n'avoir vécu qu'une parenthèse et qui a fermé cette parenthèse sur toute sa vie. Éléonore fixa le ruban, puis son visage. Sa voix, quand elle parla, était très basse. « J'ai choisi ce voile pour la même raison. » Il la regarda sans comprendre d'abord. Elle leva enfin les yeux vers lui. « Je voulais que vous me voyiez, au dernier instant, sans pouvoir reculer, sans pouvoir vous réfugier dans votre nom, votre sang-froid, votre devoir. Je voulais que le tulle tombe et qu'il n'y ait plus entre nous rien que votre vérité. » C'était cruel. « Non, » dit-il, « c'était juste. » Elle eut un léger tremblement des lèvres, presque un rire, presque des larmes. « Ne me facilitez pas trop ma propre défense, Adrien. » C'était la première fois qu'elle disait son prénom sans colère. Le changement fut si net qu'il ferma un instant les yeux, comme si ce seul mot l'avait atteint plus profondément que l'aveu public de la veille. Quand il les rouvrit, Éléonore n'était plus qu'à un pas. Il ne la toucha pas encore. « Si vous me demandez de patienter encore, je le ferai, » dit-il. « Mais je ne veux plus que vous doutiez d'une chose. Je vous ai aimé là-bas avant de savoir qui vous étiez, et je vous aime ici davantage encore depuis que vous m'obligez à devenir meilleure que moi-même. » Elle resta immobile 1 seconde, 2 peut-être. Puis elle posa ses doigts sur le ruban, encore tenu entre eux. « Alors ne me demandez plus d'oublier, » murmura-t-elle. « Demandez-moi seulement de rester. » Ce n'était pas un pardon complet, c'était plus précieux. C'était une porte ouverte. Et cette fois,
Lorsqu'Adrian prit sa main, elle ne la retira pas. Le dimanche suivant, après l'office, Ashford Hall ouvrit ses portes pour le grand déjeuner d'hiver, que les Ashford donnaient chaque année aux voisins les plus proches, au vicaire, à quelques familles du domaine et à 2 ou 3 personnes qu'on n'invitait pas par goût, mais parce qu'il est prudent, dans les campagnes anglaises, de garder ses ennemis à portée de nappe. Le ciel avait enfin renoncé à la pluie. Une lumière pâle entrait par les hautes fenêtres du salon principal, glissant sur les boiseries claires, les dorures, les tasses fines alignées, comme pour une inspection. Les domestiques allaient et venaient avec cette assurance rapide qui annonce une maison bien tenue. Partout, on voyait le résultat d'une semaine de travail silencieux. Les fleurs sans éclat inutile. Les sièges rapprochés, juste ce qu'il faut. Le feu allumé, avant l'arrivée des plus âgés. Les enfants envoyés dans la pièce voisine avec des rubans et des biscuits au bon moment. Tout cela portait désormais la main d'Éléonore. Elle se tenait près de la table à thé lorsque les premières visites entrèrent. Vêtue d'une robe de laine ivoire, dont la sobriété lui donnait presque l'air d'une lumière tranquille. Adrian, à quelques pas, recevait avec elle. Il ne cherchait plus à devancer chacun de ses gestes. Il lui laissait l'espace, et lorsqu'ils se regardaient, il y avait entre eux un calme, qui n'avait plus rien d'une trêve. Lady Honoria, assise un peu en retrait comme une souveraine, qui consent à regarder le monde sans trop s'y mêler, observait la scène avec une rigueur qu'on aurait su dire encore méfiante ou déjà fière. Julian Mercer arriva en milieu de matinée, apportant le froid clair du dehors. Il salua Éléonore avec une simplicité parfaite. « Lady Wexham, je viens vérifier si votre règne a survécu au commérage. »« À merveille, monsieur Mercer. Ils m'ont donné une contenance si charitable que je me sens presque ingrate de n'en souffrir plus. » Il se tourna vers Adrien. « Vous voilà donc sauf, Wexham. On m'avait annoncé votre destruction morale. »« Elle est reportée à mardi, » répondit Adrien. Julien sourit. Son regard passa de l'un à l'autre. Il n'y avait plus en lui ni défi, ni menace, seulement la satisfaction de voir 2 êtres cesser enfin de se manquer. L'épreuve vint sous la forme la plus polie. Lady Augusta Fane parut un peu plus tard que les autres, drapée dans un gris bleuté étudié pour n'offenser ni le jour, ni les réputations. Son sourire avait retrouvé toute sa douceur dangereuse. « Lady Wexham, dit-elle, vous recevez avec un aplomb admirable. Je songeais justement à quel point certaines femmes deviennent plus intéressantes quand la société apprend à mieux les connaître. » Autour d'elle, 1 ou 2 têtes se tournèrent, pas assez pour former un cercle, juste assez pour que chacun puisse prétendre ensuite n'avoir rien écouté. Éléonore reposa la pince à sucre. « J'ignore si c'est mon cas, » répondit-elle. « Mais j'ai remarqué que certaines personnes deviennent moins redoutables dès que leurs sous-entendus cessent de trouver un visage pour les porter. » Le sourire de Lady Augusta vacilla. « Vous me voyez confuse si ma franchise vous blesse, ou... »« Oh non, la franchise ne me blesse plus du tout. » Adrian s'était approché sans bruit. Il n'intervint pas d'abord. Il regarda seulement sa femme tenir le terrain. Lady Augusta le sentit. « Lord Wexham, dit-elle avec un léger rire, vous voilà bien silencieux. Je m'étonne presque de ne pas vous entendre défendre encore votre charmante épouse. » Adrian répondit avec calme. « Aujourd'hui, Lady Augusta, je n'ai rien à défendre, seulement quelqu'un à admirer. » Pour la première fois, la jeune femme perdit contenance. Ce ne fut qu'un instant, mais tout le salon le vit. Elle inclina la tête, battue sans éclat, puis se détourna vers d'autres proies. Le mouvement de la pièce reprit. Le déjeuner suivit sans heurte. Le vicaire parla trop longtemps. Une petite fille renversa son lait et fut consolée par Mrs. Gresham. Avec une autorité sèche, Lady Honoria consentit même à raconter, pour la joie scandalisée de 2 voisines, une anecdote de jeunesse où un évêque avait manqué tomber d'un poney. On rit. La maison semblait respirer plus librement. Lorsque les derniers invités partirent, le jour baissait déjà. On referma les portes. Les pas s'éloignèrent dans le gravier. Le silence qui resta avait le poids heureux des choses achevées. Lady Honoria se leva. «
Le déjeuner fut supportable, déclara-t-elle. Chez elle, c'était presque un éloge. Elle s'arrêta devant Éléonore et, après une hésitation si brève qu'on aurait pu la croire rêver, ajusta elle-même le pli de son col. « Vous avez bien porté la maison, » dit-elle. Puis elle quitta la pièce. Juliane, qui avait entendu ces mots en passant le seuil, s'inclina vers Éléonore. « Madame, je vous prie de mesurer l'immensité de ce miracle. Je doute de vivre assez vieux pour en entendre un second. » Elle rit franchement. « Alors ménagez-vous, monsieur Mercer, nous aurons besoin de témoins. » Il salua Adrian avec affection. « Soyez heureux, Wexham. Cela vous va mieux que le reste. » Quand ils furent seuls, ou presque, car au loin on entendait encore Mrs. Gresham diriger les plateaux, Adrian tendit la main vers Éléonore. « Venez. » Il la conduisit non vers le grand escalier, mais vers la petite galerie qui menait à la chapelle privée des Ashford, simple pièce de pierre claire où la lumière du soir entrait en oblique par une fenêtre étroite. Ils s'arrêtèrent devant le banc du premier rang. « Je ne voulais pas finir cette journée parmi les porcelaines et les révérences, » dit-il. Éléonore leva vers lui ses yeux désormais sans défense. « Vous avez déjà choisi un lieu plus dangereux. » « Oui, parce que c'est ici ou dans un lieu semblable que je vous ai reçu comme un devoir, quand j'aurais dû vous recevoir comme un don. » Il sortit alors de sa poche un petit pli de tulle ivoire, le morceau de son voile. Elle le regarda, surprise. « Vous l'avez gardé ?»« J'ai demandé à Madame Gresham de le faire mettre à part, quand votre femme de chambre a défait votre robe. Si c'était indiscret, vous pouvez me condamner. » Je ne suis pas certaine d'en avoir envie. Il prit le tulle entre ses doigts, puis le lui rendit. Le jour de notre mariage, je l'ai levé parce que l'usage l'exigeait. Aujourd'hui, je ne veux rien soulever, ni rien obtenir par surprise. Je veux seulement vous demander ceci, Éléonore. Pas comme comte, ni comme maître de cette maison. Je vous le demande comme celui qui vous a aimé au bord de la mer, mal servi ensuite, puis reconnu trop tard. Choisirez-vous librement de rester ma femme, non par contrat ni par nom, mais par cœur. » Elle baissa les yeux sur le tulle, léger comme un souvenir, puis sur l'alliance à son doigt, puis sur lui. Il attendit sans bouger. Alors, lentement, Éléonore porta elle-même le morceau de voile à son visage, comme pour rappeler en un geste tout ce qui les avait blessés. Une seconde plus tard, elle le laissa retomber. « Oui, » dit-elle. Sa voix trembla un peu, mais son regard non. « Oui, Adrian, cette fois, c'est moi qui vous vois clairement, et c'est moi qui choisis. » Quelque chose dans son visage se défit enfin. Adrian prit son visage entre ses mains, avec une révérence presque incrédule, puis l'embrassa comme on embrasse une promesse sauvée de justesse. Lorsqu'elle se blottit contre lui, ce ne fut ni une reddition, ni un oubli. Dehors, dans la maison, on entendait encore une porte, un pas, le choc léger d'un plateau. Ashford Hall continuait d'exister autour d'eux, avec ses usages, ses témoins, sa pierre et sa mémoire. Mais dans la chapelle, la mariée voilée n'était plus un mystère tombé sur sa vie comme un jugement. Elle était devenue sa joie, librement offerte, et la sienne.